Bien, dans l'épisode précédent, vous aviez exploré le village, notamment son abbaye et son cimetière. Vous avez rencontré des créatures étranges et vous étiez fait attaquer. Course-poursuite s'est engagée, vous avez pris la fuite en direction du domaine. Et vous étiez passé par la forêt, vous avez traversé un peu chacun de votre côté parce que la fuite, vous l'avez pris à des moments différents. Thomas était passé devant, il était arrivé jusqu'au domaine et s'était évanoui sous le coup de la fatigue ou quelque chose d'autre, peut-être. Tandis en tout cas, Thomas a réussi à esquiver absolument tous les combats Oui. d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, c'est très Thomas. Esquiver tous les combats et taper dans un gars mort aussi. Oui, Et s'évanouir quand il n'y a vraiment plus aucun danger en Oui. principe. Mais il s'est pas fait Ah, et mordre. pour l'instant, donc il s'en sort bien, Voilà. voilà. Et c'est le seul qui s'est pas fait mordre, effectivement. tandis qu'Isora et Lobo étaient sur ses traces, peu de temps derrière lui. Vous venez d'ailleurs de passer les jardins, de passer cette statue animée qui était en train de fouiller la fontaine de sang à la recherche de sa tête. Vous arrivez à votre tour face au domaine. Vous le voyez enfin, là, perché au milieu de la brume, enclavé, et sur le chemin, le corps de Thomas. J'accours pour voir s'il est vivant. Je la retiens. Et je passe devant. Je me fais pas avoir deux fois. Je m'approche, j'observe qu'il bouge ou pas. Il bouge pas, mais tu sens son pouls et sa respiration. Thomas, vous faites semblant d'être mort encore? Non, il est dans les vapes là. Bah, je lui mets des grandes tartes dans la gueule. Ça te réveille. Oh, mais arrêtez, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Lobo. Qu'est-ce que... On est où là? Je le chope un peu contre ma poitrine. Allez, ça va aller. Il est pas Qu'est-ce toujours qui là. se passe? Et là, je me mets à fondre en larmes dans les bras de Lobo. J'en ai marre. Ramenez-moi à Édimbourg, j'en ai marre. Je veux plus. Chut, 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 chut. Là, je mets vraiment la main devant sa bouche par contre, tu vois, genre en mode... Je suis à deux doigts. Je veux rentrer. Je prends un gâteau et je lui mets dans la bouche. Non. Oh, ça fait du bien. On est où là? On est au manoir. On est au manoir? Dans le manoir? Non, pas encore. Et en effet, tu vois le manoir pas très loin. Tu vois qu'il fait nuit aussi. Vous êtes assez fatigué. Vous avez soif, vous avez faim. Vous n'êtes pas en très bon état. Vous avez beaucoup couru aujourd'hui. Vous êtes battu aussi. Toute cette fatigue te pèse, mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus qui tourne en toi, qui vient te saisir un peu. Comme je disais à la fin du dernier épisode, t'as le sang qui bat à tes tempes, tu sens qu'il y a quelque chose qui a de l'emprise sur toi. Et là, j'ai le regard dans le vide et je marmonne un truc. Je sais qu'en ces temps troublés, je devrais penser à mon Dieu, je devrais penser au Seigneur, mais je pense à vous, qui, de l'au-delà, maintenant, vous me devez me voir, Georges. Nous partageons le même sang. Aidez-moi. Dans l'incompréhension de tes camarades, vous entendez seulement, au loin, des coups répétitifs, en fait des pas lourds qui s'approchent, doucement, de derrière, de là où vous venez. Allez, relève-toi, Ouais. Thomas, on n'a pas que ça à faire. Et je le Des tire. pas lents Ouais. et solides qui se répercutent dans la terre. Je lui C'est donne quoi ça? ma main. Il faut qu'on parte. Il faut pas qu'on reste là. Et quand tu dis ça, vous voyez, de là où vous êtes arrivé, donc du haut de la petite colline, sortir la statue qui cherchait sa tête. Elle l'a trouvée, elle la tient dans sa main comme une lanterne, comme si elle regardait à travers les yeux de sa tête. Et elle vous voit. Et d'un coup, dans un mouvement rapide, sa démarche devient beaucoup plus saccadée, beaucoup plus rapide, et elle fonce vers vous. La main avec sa tête dedans, pointée sur vous. Elle vous fonce dessus. Courez. Je chope le Thomas et je le remets debout et... Allez hop, une tape aux fesses et on est parti. J'essaye de réunir le peu de force que j'ai, j'essaye de les suivre tant bien que mal. Bah du coup, moi je reste quand même derrière eux tant que je... L'armure continue de vous poursuivre, inlassablement. Là, je suis vraiment trop fatigué, je suis épuisé, je leur dis laissez-moi aller vous réfugier, laissez-moi, je suis perdu de toute façon, abandonnez-moi. D'accord. Cours, Isora! Et puis je chope l'autre et je le mets en sac à patates par-dessus les- Qu'est-ce que vous faites? Abandonnez-moi, Chut, vous ta allez gueule laisser votre peau. Malgré le fait que tu portes ton copain, Thomas, tu
t'as la force suffisante et l'énergie encore suffisante pour quand même prendre de la distance avec la statue. Vous talonnez Isora, qui elle arrive face aux portes du manoir. Je les pousse. Je réfléchis plus. Je pousse les portes. Et elle s'ouvre dans un grincement. Un air vicié et chaud souffle de l'intérieur du manoir, comme un courant d'air puissant qui te pousse légèrement en arrière. Je rentre et je les presse. Vite, 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 vite. Tu entres dans un petit hall, presque un couloir, qui donne sur des pièces de chaque côté. Et en face, au bout du couloir, un escalier mène à l'étage du dessus. Vous arrivez peu de temps après. Vous pénétrez les lieux à votre tour. On referme tout de suite la porte. Est-ce que j'ai l'impression qu'elle va tenir si quelqu'un essaie de la défoncer ou pas? On peut la caler un truc. Elle paraît très peu solide. Et vous entendez les pas se rapprocher. De plus en plus vite, de plus en plus proche. Et d'un coup, plus un bruit. Vous comprenez que la statue est restée figée de l'autre côté des portes. Elle s'est arrêtée. Oh, ça pue ici. Vous prenez peut-être le temps de voir un peu ce qu'il y a autour de vous maintenant. Tout à l'intérieur est sale et délabré, recouvert de poussière, de toiles d'araignée, et les portes donnant sur les salles d'à côté se sont effondrées et jonchent le sol en morceaux. Quelques tableaux pendent encore au mur, les étagères tiennent encore debout, tout le mobilier paraît avoir été fait de bois cossu mais d'un style particulier, parce que rien n'est vraiment droit, tout est tordu et arrondi. Faut trouver un endroit où se reposer. Se reposer. On est foutu. On est foutu. Peu importe ce qu'on fait, on est foutu. Je vous avais dit qu'il fallait rentrer à Édimbourg. C'est. Je vous l'avais dit. Y a aucun signe de vie? Non. Ok. Bah, je regarde à gauche. Enfin, je vais jusqu'à la porte, je regarde à gauche. Donc la pièce de gauche, c'est une salle dont presque l'entièreté des meubles, tables et canapés sont effondrés et recouverts de décombres. La pièce aurait anciennement été une bibliothèque ou un petit salon de thé. Les vitres sont tellement recouvertes de saleté qu'on ne voit plus à travers. Pour celles qui sont pas carrément brisées en tout cas. Ça c'est ce que tu vois du couloir. Il fait extrêmement noir là. Il fait assez sombre, ouais. Je vais allumer la lanterne. Il m'avait filé 2-3 allumettes pour cautériser. J'en avais gardé une au cas où. Donc je l'allume. La pièce de droite, rapidement, ce que tu vois, c'est que c'est une vieille cuisine. Absolument délabrée. Il y a une partie du mur qui semble s'être effondrée de l'intérieur à cause des mouvements qu'il y aurait pu y avoir dans la terre au dehors. Il semble que la pièce était vaste et plutôt remplie. Elle a dû être arpentée par beaucoup de serviteurs et de cuisiniers lors des réceptions du propriétaire à l'époque. Je vais me diriger vers le lavabo et je vais voir s'il y a de l'eau. Tu fais tourner une espèce de mécanisme qui grince. Il n'y a rien qui sort. Isora. Et là, je lui tends ma gourde, mon outre. Je l'attrape, merci. Je bois juste 2 gorgées. Je suis pas complètement désaltérée, mais je lui laisse quand même un petit peu et je lui rends. J'en profite pour boire un peu aussi. Puis il dit il faut qu'on se repose maintenant. On va dans la salle à côté. Ok. Moi, je suis le regard dans le vide. Limite en train de me balancer comme ça. On est foutu, Georges. Si vous m'entendez, aidez-moi. Je sais que vous aimiez votre femme, vos enfants. Je suis votre sang, aidez-moi. S'il vous plaît, on est foutu. Bah là j'en profite, je vais le chercher un peu, je le traîne, je sais pas s'il résiste. Non, je résiste pas, là, Ouais, je suis tout mou. okay. Je me laisse traîner. Je le traîne. Tu le chopes par le col, tu sais, lui il a les pieds qui traînent au sol, Ouais. tu sais, tu le... Mais en fait c'est pas loin de ça quoi, c'est vraiment je le traîne et je le lâche un peu à un endroit où je pense qu'il pourra s'allonger si je le lâche, tu vois. Et je dis à Isora, je vais prendre le premier tour de garde, tu t'occuperas de la seconde partie de la nuit. D'accord, On peut pas faire confiance à Thomas pour l'instant. bien sûr. Je pense qu'il me reste genre 2 gâteaux. Je les sors et je lui donne. Ah, j'ai ce qu'il me faut, c'est bon. Ok. Bah j'en prends un et je donne le deuxième. Tenez. Merci, je le prends comme ça, puis je grignote et là, je suis en boule dans un coin, alors traumatisé. Là. Et moi du coup je pioche dans les miens, je prends un gâteau histoire de... Tu manges, vous buvez. Vous posez. Vous voyez que dans la pièce, maintenant que vous êtes dedans, il y a quand même une étagère qui a tenu bon face aux années, sur laquelle il y a des objets. Notamment quelques bouquins usés, un petit coffre à bijoux et une statuette étrange. Je me dirige vers ça. J'ouvre le coffre à bijoux. Et le coffre contient des bijoux très précieux. Notamment, il y a quelques colliers de perles, des anneaux, des chevalières ornées de joyaux, et surtout une assez grosse pierre de béryl, aigues marine.
sentez que ça vaut très cher. Ok. Je prends la pierre, je me tourne vers Lobo. Votre paye. Je prends la pierre, je la regarde un peu. Il y en aura encore, vous inquiétez pas. Limite, je joue un peu avec, genre je la jette un peu en l'air, je la rattrape et tout, comme ça. Et je la mets dans la poche et je dis, je sais bien qu'il y en a d'autres, j'ai l'impression qu'il est pas totalement vide encore, Et ce c'est pour coffre à ça, bijoux. je suis en train de tenir, Ah oui. de tendre le coffre, le petit coffret. Et je regarde la statuette, du coup, après Je lui dis, avoir donné le coffret. De loin, je regarde, je dis alors, on a fait tout ça, pour jouer les pilleurs. Et quand tu dis ça, tu vois quand même que la statuette t'attire l'œil. Toi aussi. Parce qu'elle la prend à ce moment-là dans les mains. La statuette représente le buste d'un homme. Mais son visage est difforme. Son crâne est dénué de chevelure et un peu allongé. Mais surtout, à la place de sa mâchoire se trouve un mélange de tentacules. Ses yeux, des cristaux d'une couleur jaune, semblent s'allumer soudainement et s'éveiller. Un bourdonnement monte dans vos têtes, comme un son originant de l'intérieur de vos tympans. À vous, 3. Et vous allez tous me faire un jet de constitution. Vous sentez que de la statue, il y a une présence qui essaye de se connecter à vous et qui vous insuffle des émotions et une envie de tuer, de faire du mal aux gens autour de vous. Mais vous arrivez tous à contrôler cette connexion-là et à comprendre que c'est pas une envie qui est à vous, cette chose-là, que ça vient de la statue. Et il y a ce moment en suspens où vous pouvez pas forcément réagir. C'est vraiment un combat mental entre ce qui émane de cette statue et vous. Et c'est un combat que vous gagnez tous individuellement. Et la statue s'éteint à nouveau. Vous avez l'impression que sa présence s'est effacée. J'ai la statue encore dans la main, je vais la péter. T'as la force suffisante. Tu la jettes par terre, j'imagine, et elle s'explose dans un grand fracas. Et les 2 bijoux qui étaient à la place de ses yeux volent à travers la pièce. Ah, flûte. Vous avez tous ressenti la même chose. Oui, j'allais poser la même chose. Oui, mais dans mon cas, je suis pas sûr que ce soit pas lié au fait que j'ai envie de vous étriper depuis le début de cette petite aventure, Thomas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez pas envie d'étriper, vous? Parce que depuis qu'on se connaît, quand même, vous en avez étripé 2-3. Oui, il y a des gens que j'ai pas envie d'étriper. Mais pas vous. Sympa. Allez, on va se coucher maintenant. Cochonneau, vous avez raison. En attendant, vous m'avez quand même sauvé la vie. Hein. Ouais, je suis payé pour ça. Et je viens de l'être au moins pour demain. Bon, bah merci quand même. Ça coûte rien. Ouais, avec plaisir. Enfin, avec plaisir. J'enlève mon manteau, j'en fais un coussin, et puis je m'allonge par terre. Je vais voir Isora. 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 Quoi? Dites, j'ai quelque chose à vous demander. Je me sens pas très bien là, vu tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça vous dérange si je dors près de vous? Enfin, ça, pas d'ambiguïté, hein, vraiment, mais c'est juste, je me sens pas très bien. Hein. Si je sens juste un doigt sur mon être, vous le perdez. C'est noté. Merci. Et Bonne du nuit. coup, je m'allonge proche d'elle, ça me rassure. Bah, moi, du coup, je vais quand même faire un premier tour de garde, hein, donc je reste debout. Ah, et je retrouve les 2 pierres jaunes qui servaient Dieu à la statue et je les mets dans mon sac. Isora. 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 Quoi? Je suis embêté pour Lobo. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, il y a la statue dehors. Oui. Et du coup, il va pas pouvoir aller creuser son trou pour dormir. Mais il va pas dormir là pour l'instant. Dormez. Bon, d'accord. Je me rendors. Donc je réveille Isora à la moitié de la nuit, si c'est rien passé, normal, et je vais dormir. Et ce que je disais tout à l'heure, moi limite ça me stresse de pas dormir dans mon trou. Alors, si on fait un jet de stress, ça me dérange pas, quoi. Après, vraiment... tu peux faire un trou à même le sol. Non, c'est pas Je te pareil. dirais, c'est pas un truc que t'as forcément l'habitude de faire, de dormir dans des trous. Genre, tu dors dans des tavernes, tu dors dans la nature, mais tu creuses pas forcément à chaque fois des trous, non? En vrai, il a plutôt tendance, genre il est vraiment pas à l'aise quand il le fait pas, quoi. Ok, genre, bah fais-moi un jet de stress. Le gars, il demande déjà. Après, je vais dormir aussi, donc ça va. Oui, quand mais même, après, ça va enlever. voilà, donc, mais... Je suis à 20. Isora, vous ronflez, ça m'a réveillé.
Isora. Mais tu vas la fermer, ta gueule! Ah, putain, c'est pas Isora. Pardon. Désolé, je me rendors. Allez, c'est mieux, ouais. Je passe la tête pour les regarder. J'entends le oui, c'est mieux, ouais. Et un ronflement. Et je repars. Donc, je me réveille. Enfin, je suis réveillé, j'arrive pas à me rendormir, donc je me dis, je me ferais bien une bonne petite pipe. Et donc, je me lève, et puis je tasse le tabac dans ma pipe, et je l'allume, et j'essaye de trouver Isora. Tu vas me diviser ton stress par 2. Donc 37. Vous allez tous les deux me faire un jet de perception. Donc Isora a réussi sa perception. Tu entends provenir de l'extérieur du salon, de l'autre côté des vitres, comme un espèce de grattement. Tu entends qu'il y a un bruit qui n'est pas tes deux camarades. Je mets ma lanterne à un endroit où ça se voit pas. Et puis j'avance très lentement pour voir ce que c'est. Pointe ta tête C'est ça. dans le cadre de la porte. Tu vois Thomas qui est en train d'allumer sa pipe, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas entendu, il est occupé à faire ça. Et tu vois juste rapidement passer par la fenêtre une main rachitique. Et c'est ça qui gratte en fait. Après la main, c'est le corps encapuchonné du mendiant qui est en train de se glisser dans la pièce doucement. Je vois le truc et dans la panique, juste je prends un couteau et je lui lance dessus. Tu vas me faire un jet de dextérité, avec des avantages. Tu jettes le couteau, Thomas le voit passer à côté de son visage, et le couteau va se planter au milieu de la masse de linge qui est en train de rentrer dans le salon, et il y a un cri léger. T'as le temps de voir une tache rouge, avant de le voir aussi tomber en arrière et retomber à l'extérieur. Tu sais pas si tu l'as tué, en tout cas tu l'as eu. Oh, je suis là. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est je crois que c'est le mendiant qui Encore le pauvre! il a voulu rentrer. Il nous casse les couilles, celui-là! J'ai paniqué, j'ai lancé mon couteau. Ah, les monstres, ça le fait peur. Ah, voilà un mot intéressant. Le monstre. Tout à l'heure, on me disait, oui, est-ce qu'il est pas juste difforme, nanana, et là, on l'appelle le monstre. Arrêtez de crier. Chut. Non, mais sérieusement, faites tout ce que je vous dis, vous m'écoutez pas. Je l'avais dit que c'était un monstre. Pas spécialement eu le temps de rediscuter autour d'une tasse de thé depuis. Oui, il y a des monstres. Oui, mais pourquoi? Parce que vous avez préféré aller fouiller dans une crypte plutôt que de rentrer à Édimbourg. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi on n'a pas pu prendre de thé et en discuter? Et bah autant pour nous. Et d'ailleurs, c'était bien la crypte? Vous avez passé un bon moment? On a rencontré quelqu'un qui était très sympathique. On prendra un thé une prochaine fois. Désolé. Très sympathique au point de faire des suçons dans le cou, à ce que je vois. N'est-ce pas, Lobo? Je suis désolé, je crois que je vais te mettre une tarte. Est-ce que j'arrive à esquiver ou pas? C'est pas impossible. Ça... T'as pas le temps de le voir arriver, il te colle une baffe monumentale. Je t'avais dit d'arrêter de me parler, comme une merde. Ok? Et moi, du coup, là, j'en ai marre, je craque. J'essaye de lui remettre une baffe. Ce qui va être très compliqué à faire, mais... Donc j'arrête un peu la baffe au vol. Attention, petit. C'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Voilà, je me tourne, j'en ai marre de vos conneries, putain, ça me saoule. Je reprends ma pipe. Je fume sur ma pipe, mais genre en mode... Je fume en colère. Frénétiquement. Ça me saoule. Qu'est-ce qui s'est passé, Isora? Je crois que c'est le mendiant ou une de ses créatures, je sais pas. Je l'ai vu. Il a essayé de rentrer dans la pièce. Il a commencé à grimper. Je voyais pas d'autre moyen que d'arrêter ce potentiel danger. J'ai lancé un couteau, c'est rentré dans sa tête et il est plus là. Il est tombé de l'autre côté. Je sais pas s'il est toujours là, mais il est tombé de l'autre côté. Je dis rien et je suis un peu impressionné qu'elle ait réussi à toucher un lancer de couteau qui est quand même... c'est pas facile, si t'as pas l'habitude. Et là, je check un peu par les fenêtres et je regarde s'il y a autre chose qui a l'air d'essayer de rentrer ou quoi. Tu te penches à la fenêtre, tu vois d'abord au loin qu'il n'y a rien du tout, qu'il y a toujours cette masse de brume, et qu'il fait encore un peu nuit, même si le soleil va pas tarder à se lever. Et tu vois surtout au sol, juste en dessous de la fenêtre, l'espèce de tas de linge en fait qui recouvrait le mendiant, avec le couteau planté dedans et une espèce de trace de sang qui commence à se dessiner dessous. Tu comprends que peut-être qu'elle a fait mouche, quoi. Ouais.
il est mort, quoi. Enfin, j'en déduis Bah, qu'il est ne mort. dépasse de stade linge que ses membres rachitiques qui ne bougent plus. Et doublement impressionné, et je rentre et je dis, de toute façon, le jour va bientôt se lever. Allez, on se remet en route. Vous allez tous les trois enlever un tiers de votre stress actuel. Lié à la nuit que vous venez de passer, même si elle était un peu mouvementée, vous vous êtes quand même reposé. Je suis à 40. Moi, je suis redescendu à 13. Bien. Je suis à 13 aussi. Isora est un peu stressée. Un peu. Bon, est-ce que vous allez alors vous reprenez vos affaires, vous vous remettez en Oui. route, même si vous êtes dans le manoir? Alors, c'est quoi le plan de génie maintenant? On continue le pillage? Je réponds pas vraiment, je fouille un petit peu, je regarde autour de moi. Tu vois rien d'autre par rapport à la veille, en fait, vous avez un peu fait le tour, c'est très délabré, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que les salles du rez-de-chaussée, il y a une possibilité d'aller plus bas? Dans le hall, l'escalier qui monte vers l'étage du dessus, derrière, il permet aussi de descendre. Ouais, du coup, là, je me dis, c'est là, vraiment, je suis quand même un peu tendu, tu vois, après tout ce qui s'est passé, je sors mon carnet, je fais, bon, de toute façon, moi, je suis là pour faire mon métier, donc on va faire le métier, y a pas de souci. J'ouvre le carnet, on va prendre des notes. Alors, Isora, vous avez appris quoi sur votre famille? Hein? C'est quoi, un petit drame familial? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes contente de ce que vous avez trouvé? Rien de trop dramatique? C'est une belle aventure? Vous vivez ça comment? Qu'est-ce que vous ressentez, là? Ah bah je m'amuse, hein. Là vraiment je suis... Ah, c'est bien ce que je pensais, Ah bah ouais, oui, parce oui. que je m'amuse beaucoup, moi Ah aussi. oui, oui. J'avance. Je vais à l'étage. Vous montez l'escalier qui forme un colimaçon. Les marches de bois grincent et craquent sous chacun de vos pas. De la poussière tombe comme de la neige et va recouvrir le sol, plus bas. Vous arrivez au premier étage et découvrez une vaste pièce dont les murs semblent avoir été détruits pour être aménagés en grande salle de réception. Des grandes tables et des canapés sont positionnés un peu partout. Quelques rideaux de velours épais sont encore debout, séparant la pièce en plusieurs parties un peu plus intimes. L'escalier continue encore un étage plus haut. Et bah c'est là la fameuse pièce de réception où il doit y avoir toutes les grandes soirées avec la grande délégation qu'on nous avait attendue, qu'on nous avait vendue. J'imagine que c'est là. Hein? Eh bah allez, qu'est-ce que vous attendez? On va faire soirée. Moi, dans le même temps, je check des menaces. Mais il y a vraiment rien à regarder, rien à chercher, donc je continue mon chemin. Donc vous montez au dernier étage. L'escalier s'arrête quand vous êtes en haut. Vous voyez, c'est une petite porte en bois. Ça fait juste un tout petit couloir en bois simple et une petite porte au bout. Bah, je passe devant quand même, du coup. Et je vais jusqu'à la porte. Je regarde si je donne 2-3 coups dans la Elle est poignée. fermée à clé. Ok. Oh mince, elle a l'air d'être fermée à clé. Bon, rentrons à Édimbourg maintenant. Ah oui, on a qu'à sortir et puis s'occuper de la statue sur le chemin. Bah, c'est à ça que vous êtes payé. Ouais, non, je suis pas assez payé pour m'occuper d'une statue qui bouge. donc. Je vais, pendant qu'ils sont en train de parler... J'imagine qu'une méga pierre précieuse, ce n'est pas suffisant pour monsieur. Pendant qu'ils sont en train de parler, je crochette la serrure. Oh là là, trop hâte de découvrir ce qu'il y a derrière cette porte. Je suis persuadé que la pièce qui se cache derrière est remplie de joyeuseté. Bah, tu crochettes, mais ça vient pas, quoi. Non, mais vas-y, pousse-toi, je vais essayer. Tu réussis à crocheter la serrure. Et je mets un coup d'épaule aussi pour ouvrir la porte une fois qu'elle est... Et vous entrez dans une pièce de taille assez large, recouverte d'étagères et donnant sur une grande fenêtre ornée. D'ici, on devrait apercevoir le village de l'autre côté de la forêt, mais la brume est trop épaisse pour ça. Comme les autres pièces, elle est poussiéreuse et délabrée, mais semble en meilleur état malgré tout. Peut-être car elle serait restée fermée tout ce temps. Sur la gauche, contre un mur, se trouve un grand bureau, assez solide et cossu, recouvert de feuilles volantes sur lesquelles repose un épais carnet, ouvert. Sur la chaise, juste en face de ce bureau, se trouve le squelette d'un homme, penché en arrière, comme s'il était confortablement assis avant de s'être laissé partir. Il est habillé d'un grand manteau rouge. Eh ben, je crois qu'on a trouvé le compte. Le compte est bon. On peut retourner à Édimbourg maintenant. Je me dirige vers le carnet. C'est un épais journal qui a été rempli à la main. Beaucoup de pages ont été remplies. Il y a plusieurs dates, si tu feuillettes un peu les pages. Je regarde la première, la dernière, et ensuite je feuillette le reste. La dernière page, celle qui est déjà ouverte, est datée du 15 novembre 1728. La toute première page est datée du 26 juin 1621. Et on est en quelle année? 1883. Je vais lire les 2 pages, la première et la dernière. D'abord la première. Dans ma tête.
Ma maison est une ruche d'hédonisme débridé, où l'instinct et l'impulsion se complaisent dans un sauvage abandon. Dans ces soirées de débauche, la moitié du continent vient s'emmêler dans un océan de corps, de fluides et de cris. C'est là, sans prévenir, qu'un prédateur envoûtant se glissa au milieu de la foule, se nourrissant des restes humains que ces sauteries laissent pourrir au lever du jour. La comtesse d'un lointain pays de l'Est. Je pouvais sentir en elle une soif agonisante. Poussé par la peur et le sadisme, j'ai comploté pour me débarrasser de cette menace dans un grand spectacle. Un événement sportif pour mon public désireux. Mais alors que le moment du meurtre approcha, la lune révéla ses désirs inhumains dans toute sa stupéfiante laideur. Une humanoïde aux attributs d'insecte. De longues griffes au bout des bras, des dents acérées pour ouvrir la chair et une langue perçante pour absorber sang et moelle. Heureusement, la rencontre morbide se résolut en ma faveur, et je me mis à travailler à poursuivre cette dégénérescence dans ses formes les plus décadentes. Mélangeant son sang à celui de mes sujets, j'enfantais d'un nouveau genre, une nouvelle race. L'air palpitait d'anticipation alors que je révélais le vin sanguin, ce nouveau millésime. Mais mon plaisir fut écourté lorsque la noblesse se retourna contre elle-même dans une orgie d'une frénésie indescriptible. Une seule goutte de ce tanin interdit me donna un aperçu vertigineux d'une horreur hibernant au plus profond de moi. Et à cet instant, je vis la terrible vérité. Je renaissais, imbibé de nouvelles connaissances. J'enfermais cette créature et tous mes nobles corrompus dans la crypte la plus luxueuse de mon domaine. En plein milieu du cimetière, juste sous le nez de mes villageois, j'ordonnais au croque-mort de veiller sur elle de la manière dont il le souhaitait. Son dard et ses griffes ligotés comme nécessaire, ce n'était plus qu'un moustique sans croc, sans aile et sans défense. Et je sais évidemment que les envies de mon cher fossoyeur sont plus déviantes que les miennes. Il la fera souffrir et la dégradera autant qu'il le souhaitera, tant qu'il m'apporte, quand je lui demande, une petite fiole contenant son sang contaminé. Tu vois qu'il y a beaucoup de pages qui passent. Tu vas à la dernière, celle qui était ouverte, et tu la lis aussi. Ça va, vous bouquinez bien ici? Tout se passe comme vous voulez? J'ai tenu bien trop longtemps. Le corps humain n'est pas fait pour durer autant. Il est temps que les questions qui trottent dans mon cerveau arrêtent de tourner. Je ne sais pas ce à quoi je suis destiné, si les flammes de l'enfer vont m'emporter, mais il est temps. La porte est close. C'est la fin. Je vais utiliser mon vieux pistolet pour mettre fin à mes jours. Je n'ai pas le courage de subir la souffrance qui m'attend sûrement. Mais je pense toujours à mes descendants, s'ils sont toujours vivants. Aujourd'hui, une lettre est partie en leur direction et le sort en est jeté. Mes enfants et leurs enfants, si vous lisez ces lignes, vous connaissez mes péchés et vous avez compris qu'il est trop tard pour moi. Mais peut-être que le destin que j'ai forcé sur vous peut être changé. Peut-être que notre domaine peut être reconstruit, les galeries refermées. Mais vous n'en jouirez jamais à cause de moi, nous sommes maudits. Le choix est vôtre. Mais si vous possédez un peu de ma curiosité, ou juste une once de ma ténacité, allez-y, descendez dans mes sous-sols, ouvrez la porte. Le mal est fait, vous êtes déjà condamnés, alors faites face à la terreur et à la violence. Armez-vous et rappelez-vous, il ne peut y avoir de bravoure sans folie. La vieille route vous a mené en enfer, mais dans cet abîme béant, nous trouverons notre rédemption. Tu vois, en feuilletant les autres pages qui racontent plusieurs autres histoires, des choses qui se seraient passées dans le manoir, des décisions qu'il aurait prises, des choses assez étranges, assez ésotériques. Ça parle parfois de nécromancie, de manipuler le destin, même de faire tomber une comète sur Terre. Et surtout, tu vois qu'il a cherché l'immortalité, qu'il a cherché beaucoup de choses étranges comme ça, et qu'il a ouvert dans les sous-sols du manoir une porte vers une entité étrange, et ça a été une source de puissance pour lui, de longévité, mais aussi peut-être la source d'une malédiction qui aurait pesé sur tout son héritage, sur toute sa lignée. Et que, en fait, à force de ses décisions affreuses, à force de ce qu'il a fait à ses villageois, de ce qu'il a fait aux gens autour de lui, c'est là que ses héritiers l'ont abandonné, c'est là que la mort s'est installée sur ses terres et qu'il a fini ses jours seul, et qu'il s'est donné la mort en 1728. Je referme le journal, je le mets dans mon sac. Tu prends un point d'inspiration pour avoir lu le journal de ta famille. Je vais aller dans le sous-sol. Oui, on peut avoir un petit contexte, une petite explication, parce que là, ça fait un quart d'heure que vous êtes en train de lire votre bouquin, et vous voulez juste d'un coup aller dans le sous-sol, alors que vous êtes livide. Un petit point d'explication, ça nous dérangerait pas. Cet homme est un membre de ma famille.
Ce carnet, c'est son journal. Son journal intime? Oui, voilà. Il raconte ce Là, qu'il a j'ai fait ça dans dans mon sa carnet, vie. je suis en train de prendre des notes de ce qu'elle me dit. Il raconte ce qu'il a fait dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a fait beaucoup trop de choses, mais des choses qui sont pas forcément bonnes, d'autres qui... Il a rencontré des créatures, des choses... Des créatures, oui, bon, bah ça, je me doute, vu ce que nous-mêmes avons rencontré. Est-ce que c'est de sa faute, les créatures qu'on a rencontrées? Elles étaient là avant lui. Elles étaient là avant lui, d'accord. Et il a décidé de cohabiter. Il en a tiré profit. De quelle manière? Il faut aller dans les sous-sols pour comprendre. Mais honnêtement, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Bah, c'est-à-dire que, en fait, vu tout ce qu'on a traversé, moi je suis là pour documenter le truc. J'ai pour l'instant juste vécu l'enfer sans avoir beaucoup d'informations. Donc bien sûr qu'on va vous suivre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'explications pour avoir un article un peu plus rempli. Là, j'ai l'impression d'avoir juste vécu l'enfer pour rien. Je ressors le journal et j'ouvre la dernière page et je lui donne. Tu lis le journal à ton Donc, tour. je lis le journal à mon tour. La dernière Est-ce que page. tu veux lire d'autres pages que les 2 pages que je Bah, vous ai du lues? coup, oui, parce que ça m'a un peu intrigué. Dans un premier temps, en fait, je suis assez inquiet de ce que j'ai pu boire et de toutes les sensations que j'ai rencontrées depuis. Et j'ai peur moi-même d'être devenu maudit. Et donc, du coup, je cherche des informations par rapport à ça parce que je commence à m'inquiéter pour mon propre sort, tu vois. Lis à voix haute, toi, par contre. S'il vous plaît, on n'est pas des sauvages. Ça vous arracherait la gueule? Je lui fais Pour une fois, de vous montrer un peu civilisé. Je lui fais un grand sourire où il manque une ou deux dents pour qu'ils comprennent que justement, je suis peut-être un peu sauvage quand même, quoi. Après, Bon, c'est vrai, j'oubliais à qui je parlais. Bon, Tu vois rien de plus sur le sang contaminé. Mais t'as d'autres histoires sur des choses qui se sont passées dans le village. Et ensuite, t'as des histoires sur l'excavation des galeries. bon, je vais partir sur les galeries alors. La première référence aux galeries, c'est le 4 janvier 1633, où il a simplement écrit « Des histoires singulières et troublantes suggèrent que le manoir lui-même soit une porte d'entrée vers un pouvoir fabuleux et innommable. Un espoir grandit en moi, j'ose croire en une source de puissance dans laquelle je pourrais puiser. » Et puis ensuite, en septembre, il se remet à écrire. « Avec des reliques et des rituels, je déploie tous mes efforts vers l'excavation et la récupération de ces secrets longtemps enfouis, épuisant ce qui reste de notre fortune familiale sur des ouvriers basanés et des pelles robustes. » Et le 18 septembre, enfin, dans les rochers imbibés de sel, sous les fondations les plus basses, nous avons déterré ce maudit portail. Demain, nous pénétrons ce qu'il protège. Pour l'instant, les hommes doivent se reposer. Et le lendemain, chacun de nos pas a perturbé l'ancienne terre. Mais nous étions dans un royaume de mort et de folie. En fin de compte, j'ai fui seul en riant et en gémissant à travers ces immenses galeries, jusqu'à ce que ma conscience s'évanouisse. Notre maison, fière et opulente, couve une abomination. Les hommes ont péri, ou alors ils ont simplement changé, mutilés en amas de chair et d'os, ou leurs membres remplacés par 10 de tentacules. Pour des raisons que je ne m'explique pas, je suis toujours présent de corps et d'esprit. Pourtant la créature m'a regardé, elle m'a parlé, elle m'a touché, dit que j'allais changer, que je porterais pour toujours ce qu'elle a mis en moi. Mon but est simple maintenant, je vais continuer mes recherches et les agrandir, profitant de sa présence pour développer mon influence. Et ben voilà, c'est ce que je disais, que des joyeusetés. Bon, de toute façon, quel autre choix on a là maintenant? Il faut y aller. On peut pas ressortir, il y a la fameuse armure de pierre. En même temps, si on descend dans le sous-sol, on est maudit à jamais. Voilà, tout ça à cause de vous. Merci. Vous êtes celui qui a bu le sang, hein, je vous avoue, je ne vous ai pas forcé. Et c'était pas du sang quand j'ai voulu boire, c'était juste de l'eau normale, j'avais soif. Mhm. Moi j'avais bien vu que c'était du sang. Hein. Ah oui, il y a bien vu que c'était du sang. Oui, j'aurais répondu pareil, ouais. Bon bah, descendons. Pendant ce temps-là, moi j'ai un peu fouillé à droite à gauche aussi. Le corps, le squelette, vous voyez que, comme tombé de sa main droite par terre, il y a un pistolet. Ouais, ça je m'en souviens, j'allais le prendre. Et dans le bureau, il y a des tiroirs. Si vous voulez fouiller, tu trouves des balles et de la poudre à canon. Pistolet, je prends les balles, je prends la poudre à canon, je charge. Il y a une 15aine de balles et de quoi tirer autant avec la poudre. Et dans la pièce, il y a autre chose qui vous attire l'œil. En vous retournant vers le mur
qui était dans votre dos par lequel vous êtes entré, c'est là que vous le voyez. Sur un piédestal, une arme assez imposante. Une épée à 2 mains et un bouclier qui porte le symbole des Redmayne dessus. Et sur la lame, il y a des choses gravées, la lame de l'épée. Je donne le pistolet à Lobo parce que c'est lui qui gère depuis le début. Je lui donne les balles et je me dirige vers le bouclier que je prends et l'épée. C'est une épée à 2 mains. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite pour être maniée avec le bouclier. Et les deux sont très lourds. Je regarde s'il y a des trucs écrits dessus. Il n'y a rien d'écrit sur le bouclier, c'est simplement les armoiries de ta famille. Et sur la lame, par contre, est gravée en latin une phrase très simple, c'est « Une lame pour tuer un titan ». Non, moi pendant ce temps-là, en fait, j'ai récupéré le crâne et la mâchoire. Et j'ai une conversation avec le crâne et la mâchoire. Genre, oui, monsieur le squelette, depuis quand vous êtes là? Et il répond dans ma tête, ah là là, moi je suis là depuis des années et des années, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à quelqu'un. Bah ouais, j'imagine, hein. Y a pas grand monde par ici, hein. Ah ouais, vous croyez pas si bien dire, en plus on faisait des soirées de fous à l'époque, et puis depuis, rien du tout. Puis voilà, il continue derrière, il est tout content, il est content. C'est censé être un membre de ma famille. Hein. Oui. Oui. Bon, je prends l'épée. Tu vas me faire un jet de force pour l'épée. Tu sens que, même si c'est une épée lourde à 2 mains, en termes de force physique, tu as les capacités de la manier. Ok, bah je la prends. Est-ce qu'il y a d'autres choses Il y a vraiment rien d'autre, parce que moi aussi j'aimerais bien trouver un truc pour pouvoir me protéger quand Bah même. il y a le bouclier par exemple. Un truc pour me protéger. Ouais, oui, bon, ok, bah je vais prendre ça, à défaut d'avoir autre chose, mais c'est quand même pas l'idéal. Je lui tends le flingue, allez, prends ça. Ah, merci, ça me rassure, c'est chouette. Je prends quand même le bouclier, on sait jamais. Non, ça va juste te gêner, là. Oui, Non, mais Lobo... non, je pourrais me cacher derrière. C'est pas avec tes petits bras de gringalet que tu vas réussir à soulever ça et j'ai tirer en même temps. Pas des petits bras de gringalet, excusez-moi, c'est sportif. Je m'entretiens, donc voilà, je prends le bouclier et le pistolet. Comme tu veux. Mais il va pas prendre les deux. Si, je prends les deux. Mais tu sais tirer. Et c'est pour qu'on se protège, hein. Ça m'arrange moyennement que vous ayez le bouclier. Pourquoi vous le voulez? Non, pas pour moi, pour Lobo. Qu'il puisse avoir au moins quelque chose. Il a sa pelle, il se démerde quand même plutôt bien depuis qu'on a commencé. Vous faites pas de soucis pour moi, hein. Là Vous avez entendu? tout ce qu'il me Vous faut. faites pas de soucis pour lui, je garde le bouclier et le flingue. Par contre, maintenant, tu passes devant, toi. Ok, mais alors je garde la pierre précieuse. Non. Bah, c'est vous qui êtes payé à protéger, donc allez-y, hein. Je suis surtout payé pour la protéger, elle. Non, non, c'était pas ça le contrat. Vous êtes là pour protéger tout le monde, d'accord? dans C'est cette peut-être pas le expédition. contrat que toi tu connais. Je suis payé pour la protéger, elle, avant toi, et maintenant je te fais plus confiance. Avance. Je lui braque mon pistolet sur Lobo. Je lui dis, vous êtes pas en position de négocier, vous allez devant. Je me lance vers lui. Lobo, je vais tirer, je vous préviens, je vais tirer. Et qu'est-ce qui va t'aider quand tu seras dans la merde, hein? Bah, visiblement pas vous, vu que vous voulez pas aller devant. Je t'ai dit que je te faisais pas confiance, je t'ai pas dit que je t'aiderais pas. Maintenant, retourne-toi et avance. Ah, chiant. Bon, j'y vais. Vous redescendez l'escalier en colimaçon pour passer par le premier étage, par le rez-de-chaussée, et vous vous enfoncez un peu plus loin dans la terre. Vous descendez un long escalier sans lumière. Ces marches sont taillées dans la même roche qui recouvre les parois. Et vous arrivez bientôt à l'entrée d'un tunnel. Vous sentez une odeur pestilentielle se dégager du fond et un air frais qui remonte vers vous. Impossible de discerner quoi que ce soit au bout. Il va vous falloir avancer. Bon, je vais quand même allumer ma torche, hein, j'imagine, c'est pris en compte. Mais j'ai vraiment le bouclier assez haut et le pistolet vraiment posé par-dessus. Vous enfoncez. Le chemin est long. Toute notion de temps disparaît rapidement. Êtes-vous dans ce tunnel depuis quelques minutes? Quelques heures? Peut-être quelques jours? La fatigue, la faim et la soif et le froid aussi vous pèsent. Thomas, tu vas me faire un jet de constitution. Tu sens monter en toi une espèce de soif. Tu commences à avoir soif de sang. Ah, intéressant. Et ben là... C'est quelque chose que tu contrôles encore, mais tu sens que c'est une envie qui est en train de monter. Juste, je me retourne et je regarde les blessures de mes compères, voir où elles en sont un peu. Je regarde d'abord le coup de Lobo. Bah, le coup de Lobo a été cautérisé, Ouais. Il a été cautérisé. donc c'est plus de la chair brûlée, quoi. Et j'ai un peu remis un manteau par-dessus. Enfin, Au fond de moi, je suis un peu déçu, mais je regarde maintenant le poignet d'Isora. Mon avant-bras. Mais de toute façon, j'ai ma chemise par-dessus et mon manteau par-dessus. Isora,
Je m'inquiète pour vous. J'ai peur que votre plaie soit infectée. Est-ce que vous pouvez me montrer, histoire que... Elle va très bien, merci beaucoup. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas infectée ? Oui, je l'ai cautérisée. Ah, vous l'avez quoi ? Oui. Ah. Bon. Avançons. Vous continuez. Et vous allez tous me faire un jet de stress. Donc le total ? 66. Moi, le total, je suis à 20. 18 pour moi. C'est parce que pendant la nuit, ça a doublement baissé. Et quand je me suis Oui, fait une petite pipe, tout à et fait. quand j'ai dormi. Donc ça a bien baissé. Les parois s'élargissent alors. Vous y êtes, le bout du couloir, la fin du domaine. Surplombant quelques marches d'escalier, une porte immense, ronde et marquée d'un visage ou d'une créature. Voilà donc la source des choses étranges qui ont sinistré la terre, qui ont maudit toute la lignée des Redmayne. Et de l'autre côté, pas un bruit, pas une lumière ne passe. La porte semble épaisse, taillée dans une roche à l'aspect métallique et solide, scellée sans serrure. Devant la porte, gisent plusieurs squelettes et ossements. C'est une grande porte. Allez-y, Lobo. Crochetez-la. Alors déjà, je suis pas ton chien, donc tu me donnes pas d'ordre. Je dis, c'est vous qui dites pas s'il vous plaît depuis le début de l'aventure, vous voyez, ça fait pas du bien. Hein. Passe devant, s'il vous plaît. Je garde un œil sur Thomas, mais limite je mets la main sur la porte pour toucher. Est-ce que je remarque quelque chose de particulier, quelque chose comme Tu ça? vois pas de poignée ou d'endroit pour crocheter. Il y a rien, il y a pas d'écriture. C'est plus cette espèce de forme dessus. Elle a cet aspect un peu étrange. C'est quelque chose qui semble un peu venir d'ailleurs, quoi, d'un autre temps. Voilà. Elle est un peu intemporelle. C'est pas le genre de porte que vous avez déjà vu. Bah, j'essaie de mettre un peu de pression dessus, d'appuyer dessus pour voir ce qui se passe. Déjà ça. Si juste t'essayes comme ça, tu sens qu'il va falloir forcer pour faire quelque chose. Ok, bah j'y mets un peu plus d'huile de coude, quoi. T'essayes de la pousser. Je marque boot et j'essaie de pousser. Tu sens en poussant que elle pourrait bouger, qu'il y a cette espèce de truc où tu la pousses d'1 millimètre, mais elle revient d'1 millimètre. Que peut-être, même si t'étais en forme, peut-être que juste toi tout seul, ça suffirait pas. Essayons de la pousser à 3, elle est très grande cette porte. Oh, j'ai une idée, moi je pense qu'on a un peu compris la thématique et le fil conducteur de cette aventure. Je prends l'épée et puis je slide ma main là comme ça sur le bord tranchant de l'épée et je vais poser ma main sur la porte en laissant une trace de sang là comme ça en me disant il va peut-être se passer quelque chose. Absolument rien ne se passe. Merde. Putain. Bon, Il y a du sang, littéralement de partout dans le domaine. Il y a des rivières de sang, des fontaines de sang. T'ouvres le frigo, il y a des canettes de sang. Il y a du sang de partout. Tu te dis, le truc, tu vas arriver à la grosse porte. Forcément, il va vouloir du sang. Bah non, bah c'est bon. Moi, j'en ai marre. Je reste là. Démerdez-vous avec votre porte. J'en ai plus rien à foutre. Bah, je prends ma main et je sais pas, j'ai un réflexe un peu bizarre. Je commence à me sucer un peu le sang là pour. au lieu de faire les guignols là avec l'épée, venez m'aider à pousser. Et quand je me suce le sang là sur la main là, comme ça, je kiffe ou pas? Oui. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Aïe aïe aïe. À la fois, tu ressens du plaisir de boire du sang, d'avoir ce goût-là. À la fois, c'est pas ton sang que t'as envie de boire. Ouais, c'est le début d'un truc, mais c'est pas. Je suis pas totalement satisfait. Hein. Mackenzie, venez pousser la porte là. Bon, je dépose vraiment juste à côté le bouclier, je mets le flingue dans le pantalon, et puis j'aide à pousser la porte. Allez, à 3. C'est un peu compliqué au début. Vous sentez que vous manquez un poil de force parce que Thomas a pas l'air de vraiment le faire de bonne volonté. Mais vous sentez au bout d'un moment qu'il y a quelque chose qui se détache. La porte cède. Enfin, en tout cas, elle s'ouvre. Elle s'ouvre en grand, doucement, dans un mouvement continu. Et révèle de l'autre côté un paysage irréel. Ce n'est plus un tunnel ou une caverne qui se trouve devant vous, c'est un autre monde. Le ciel est grisâtre et laiteux, fait d'une matière nuageuse, au travers de laquelle passe la lumière d'une pleine lune, immense et parfaitement ronde. Au loin, vous pouvez apercevoir un amas de bâtiments à l'apparence gothique, s'entremêlant et formant une cité partant dans tous les sens. Des tours immenses, des toits et des cheminées enchevêtrées, avec en son centre ce qui s'apparente à une immense cathédrale, obscurcissant le ciel de sa majestuosité.
Des nuages sortent de nébuleuses racines qui viennent se mêler à toutes ces constructions et descendre jusqu'au sol, connectant tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce monde dans une toile immense, irrégulière et filandreuse. Le sol est recouvert d'une eau noire, épaisse et visqueuse, reflétant les lumières qui parcourent le ciel. L'air pue le soufre et le métal, l'alcool et le sang séché. Il paraît chaud et épais. Derrière la porte se trouvent des restes humains, des ossements figés à jamais dans une position désespérée, comme s'ils avaient essayé de sortir. Il est clair à vos yeux qu'ils ont essayé de s'enfuir, de pousser la porte, mais elle a dû se refermer devant eux et ne plus jamais s'ouvrir. Une aura intense émane de cet endroit, la pression est différente et vos oreilles sifflent. Une voix, comme une mélodie, vient directement de l'intérieur de votre tête et essaye de vous parler. Vous allez tous les trois me faire un jet de constitution. Lobo, tu sens que la voix n'a pas d'emprise sur toi actuellement, mais tu vois tes deux camarades un peu comme s'ils déconnectaient de leur propre volonté. Et tu les vois tous les deux avancer nonchalamment en marchant dans l'eau qui leur arrive au niveau des mollets, avancer vers la cathédrale de manière naturelle. Sans que Lobo puisse s'en rendre compte, c'est la voix qui vous appelle et vous obéissez à son appel. Il dit quoi, la voix ? T'arrives pas à savoir ce qu'elle dit. C'est un peu comme une torpeur, comme un chant, une mélodie qui te transmet des informations sans que tu puisses les comprendre ou les analyser. Parfois, vos pieds butent sur quelque chose se trouvant dans l'eau. Des déformations dans le sol, des racines. Mais parfois, ça vous semble être quelque chose d'un peu plus vivant ou mort. En baissant les yeux, vous voyez alors que des membres dépassent régulièrement. Des bras, des jambes, des crânes et des ossements. Alors ça vous frappe, c'est pas de l'eau qui se trouve sous vos pieds, c'est un océan de tripes et de sang. Des morts vidés, nappant ce lac de leur intérieur. Vous faites tous les trois un jet de stress. Moi en tout, je suis à 32 là. Moi, je suis à 90. Je suis à 27. Vite fait, je passe, encore une fois, je mets la main dans l'eau en les rattrapant. Au milieu des corps humains, dans cet océan, vous distinguez aussi ces humanoïdes à la mâchoire tentaculaire. Ils sont plus grands qu'un humain normal. Leurs tentacules partent de là où se trouverait le nez et descendent parfois jusqu'à la ceinture, comme une longue barbe épaisse et visqueuse. Leurs yeux sont monochromes, tout noirs et globuleux. Bien qu'ils soient morts, on pourrait penser qu'ils dorment. Mais aucun doute, baignant dans cette mer sanguine, ils sont bel et bien morts depuis longtemps, même si étonnamment conservés en bon état. Ce sont des créatures glaçantes, mais quand même imprégnées d'une froide majesté. Il est difficile d'en détourner le regard. Leur allure laisse planer un doute sur leur origine. Est-ce une race différente ? Ou aurait-il été humain avant ? Aurait-il pu muter dans cette nouvelle peau ? Vous continuez à patauger en direction de ce bâtiment central. Le sifflement qui se répercute dans vos oreilles se fait de plus en plus intense. Vous savez que vous allez dans la bonne direction, on vous appelle. Il se transforme en bourdonnement. C'est oppressant, des vibrations se répercutent le long de votre crâne, parcourant votre mâchoire et se faisant ressentir dans tous vos os. Vous allez tous les trois me faire un jet de constitution. Isora et Lobo, vous arrivez à surmonter cette présence dans votre esprit et dans votre corps. On peut vous la secouer, quoi. Vous arrivez à et même d'ailleurs ça te détache de ce lien qu'il y avait jusqu'à maintenant. Tu sens que t'as avancé selon le gré de cette voix, pas selon le tien. Thomas, par contre, tu es pris de douleur dans tout ton corps et tu vas me faire un jet de stress. 43 en tout. Tu te tords un peu de douleur et puis elle s'évapore à nouveau et tu reprends normalement ton chemin vers l'intérieur, enfin vers la cathédrale. Lobo, il y a un truc bizarre. C'est... Je veux dire, à part la mer de sang, les cadavres qui gisent, Non, la lune en plein sous-sol alors qu'on était censé être en plein jour. Non, tout à l'heure quand j'avançais, c'est parce qu'il y avait une voix qui me disait d'aller là-bas. Et elle te disait d'y aller et t'étais obligé de l'écouter. Oui, c'est ça. Mon corps suivait cette voix sans... Thomas ? Thomas ? Moi, je suis toujours happé, je vais vers la cathédrale, je réponds pas. Thomas ? Bouge pas. Donc là, je le chope par le poignet.
Au moment où il t'attrape, tu sens que c'est comme si la voix se détachait de toi et que tu reprenais conscience. Au moment où la connexion se détache, t'as un peu un manque. Presque comme si elle te plaisait, cette voix. Ouais, Lobo. Ça va, garçon? Ouais, ça va bien, tout va bien. Enfin, autant que ça puisse aller dans Ouais, le contexte. évidemment. Thomas, tu suivais la voix? Quelle voix? Je vois pas de quoi tu parles. Là, je regarde Lobo, je dis, c'est pas la première fois qu'elle nous parle de voix depuis qu'on a commencé cette aventure. Et en vrai, vu là où elle nous a emmenés, je commence à avoir des doutes. Mais ça reste entre nous. T'avais l'air plus futé que ça, garçon, quand même. Allez, on avance. Je connais un qui est amoureux, manque de discernement. Et je continue à avancer vers la cathédrale. Et même plus que ça, au fond de moi, j'essaye de retrouver le lien. Vous arrivez face à la grande cathédrale. Elle est faite de pierre, érigée d'une hauteur démesurée. Sa grande double porte semble faite pour des géants. Et elle est entr'ouverte. Oh, moi je rentre, j'y vais. Toi qui cherches la connexion, à la limite, tu sens que tu te rapproches de la connexion, qu'elle est derrière. Je lui enjambe le pas en faisant signe à Isora de suivre. Vous vouliez que j'aille devant, donc je vais devant. Vous entrez à l'intérieur. La pièce centrale est gigantesque. Le plafond y est très haut, une vingtaine de mètres au-dessus du sol. L'intérieur est vide, fait de pierres marbrées. Et le fond de la salle est effondré. Les murs et le plafond s'ouvrent sur le ciel, sur un vide rougeoyant. Vous avancez et soudainement, déchirant le ciel, dans un bruit grave et puissant, se répercutant à travers toutes les terres et vous déséquilibrant, faisant trembler les murs et onduler la mer Rouge, une entité se soulève, un titan, une figure immense obscurcissant le lointain, un visage fait de tentacules et de traits épais et sévères, impassible. Ces tentacules atteignent des distances incroyables et disparaissent au travers de toute chose. C'est le centre des racines qui traversent ce monde et rejoignent le vôtre. C'est le point de départ, le cœur du mal. Et vous allez tous les trois doubler votre stress. Qui a dépassé 100 en stress? On À se part demande. Isora. Personne, à part Alors, Vous êtes moi, à combien? moi je suis à 86. Ok. Attends, t'as doublé et t'es à 86 seulement? Oui, j'étais à 43. Ouah. 54. Tu l'as doublé, t'es à 54. Ouais, je suis... Putain, Isora, t'es à combien? Ah bah, quasiment à 200. Hein. Combien? 180. 180? Ouais. Tu vas me jeter un dé 100. Et le résultat de ce dé va déterminer quelle folie s'empare de toi. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose de léger, de passager. Ça peut être quelque chose de très grave. 4. Tu te retrouves paralysé de peur. Tu vois, tu interprètes tout ce qui se passe, mais t'as plus la force de bouger. L'entité qui vous fait face vous observe. En effet, vous comprenez, sa voix est une mélodie funeste, un grondement dans vos têtes. Et sans mots, il vous parle. Son dessin est clair dans vos esprits. Ça se passe instantanément, c'est quand il apparaît les informations qu'il vous transmet, vous les interprétez comme ça. Il veut vous faire dépasser votre condition de mortel. Abolir vos faiblesses. Vous transformer dans une coquille plus pure que votre peau d'humain si fragile. En devenant une de ces créatures, vous deviendrez capable de grandes choses, serez doté de pouvoirs inimaginables, d'un cérébral infaillible, de lire dans les pensées et de vivre des milliers d'années. Du coup, moi je questionne, je dis que faut-il faire? Tu comprends que le prix à payer en fait pour gagner ce qu'il veut offrir, c'est de faire partie de son armée, rejoindre le monde des hommes et les dominer. Bah je l'accepte. Ok. Il est de toute façon trop tard. La porte est ouverte à nouveau. Alors son emprise va se propager. C'est les informations qui vous donnent ça. Si vous ne le rejoignez pas, vous mourrez maintenant. Et donc, j'attends la réponse de vous trois, individuellement, que vous lui donnez. Moi, j'essaye de comprendre ce qu'il est en train de dire, et puis surtout par rapport à ce que j'ai pu comprendre avec le journal de mon... Tout à fait. Fais-moi donc un jet de perspicacité. Dans ces communications, vous ressentez un caractère d'urgence. Peut-être que vous êtes son dernier espoir. Elle n'est peut-être pas immortelle, et ses déboires avec l'ancêtre l'ont sûrement diminué, et c'est un aspect qu'elle veut cacher. Cette peur qu'elle a. Malheureusement, tu peux pas le communiquer à tes camarades, parce que t'es paralysé. Damn it. Je refuse. Pareil. La connexion entre vous deux et l'entité s'arrête. Vous voyez dans ses yeux
sa décision est prise et qu'elle enclenche son plan. À ce moment-là, Thomas est pris de convulsions. Physiquement, il y a quelque chose qui se passe en lui. Tu sens tes organes, tu sens tes os qui se brisent et qui se reforment. Tu sens tes membres qui s'allongent, tu sens que t'es en train physiquement de muter. Tu voles, tu t'élèves à 5 mètres au-dessus du sol pendant que t'es en train de muter. Et dans une poussée intense de douleur, tu changes complètement et tu deviens une de ces créatures tentaculaires. Tu deviens plus grand, plus fort. T'as des tentacules qui te viennent et tu sens une connexion, une puissance psychique. Tu as conscience des choses du passé, du présent, du futur, d'un lien particulier avec la créature qu'il a. Tu te sens connecté à elle, vous ne faites qu'un. Et tu sens qu'il y a d'autres créatures comme toi. Tu sens que ces autres créatures sont en train d'arriver, elles aussi. Et que vous, selon votre volonté commune, parce que vous faites partie d'un tout maintenant, vous allez tuer les 2 intrus qui sont dans votre monde. 6 autres créatures comme ça arrivent. Elles sortent aussi du lointain, de derrière les nuages, et elles arrivent face à vous, comme une espèce de ligne de front. Et ben là, du coup, vu que je peux pas mettre un énorme coup de pelle dans Mackenzie, je chope Isora par le bras et je lui dis « Cours !» Ça te sort de ta torpeur. Tu n'es plus paralysé. T'as conscience très vite de ce qui se passe. Et maintenant, vous allez jeter tous un jet d'initiative. Les créatures dans le lointain sont en train de foncer sur vous. Et ils se déplacent dans le ciel, droit vers vous, ils vous foncent dessus. Ils sont trop loin encore pour pouvoir faire quelque chose. Mais ils sont en train d'arriver rapidement. On est très loin de la grosse créature. Vous êtes assez loin de la grosse créature. Elle est vraiment à distance, elle est immense, elle est dans le ciel, quoi. Si vous voulez foncer vers elle, elle touche un point au sol à un moment. Mais vous savez même pas dire si c'est pas des kilomètres. Bah on court, enfin je la chope Tu pars en courant. Et je l'entraîne avec moi en courant. Ok. Je sais pas si ça peut... Vous mettez un peu de distance. Tu peux réagir. J'aimerais, si c'est possible, fermer la porte et la sceller définitivement. Mais actuellement, ce que tu sens, c'est que la grosse créature ne veut pas fermer la Oui, porte. elle a besoin, Elle parce peut la qu'elle- fermer, elle peut pas forcément la rouvrir. D'accord, bah du coup, à part leur foncer dessus, j'ai rien à faire, donc je refonce dessus. Avant, je vais te donner un peu la conscience que tu as de tes capacités actuelles. Parce qu'effectivement, tu peux voler, tu peux essayer de prendre le contrôle de leur esprit, tu peux décider de les faire imploser. Non mais ouais. Pardon, Tu il a peux- pas être aussi cheaté. Après, ça demande plusieurs jets et des jets de défense, donc c'est pas dit qu'il y arrive. Mais c'est des pouvoirs qu'il a. En fait, t'as une connexion psychique où tu peux essayer, ça te prend plusieurs tours et de la concentration, mais tu peux essayer de te focus sur le cerveau de l'un d'eux et de le faire exploser. Par contre, s'il réussit un jet de constitution, ton truc est annulé. Donc tu peux potentiellement passer 2 tours pour un truc qui sert à rien, mais c'est une possibilité. Et après, Tu moi, peux- la question que j'ai, c'est que c'est des trucs que je peux faire, mais est-ce que du coup, c'est dépendant de mes anciennes statistiques qui donc du coup sont plus accurate? Ces pouvoirs-là, ils sont utilisés sur ta stat mentale la plus haute. Donc ça va Oh, être ton putain. charisme, donc ça va être 17. Oh putain. Ouais, super. Attaquer physiquement, ça reste tes capacités physiques de ton ancien toi. Les surcapacités que tu as actuellement, oui, en plus tu viens de te transformer, limite presque t'es affaibli par ça. D'accord. C'est tes capacités mentales surtout qui se sont développées, là, dans un premier temps. Donc tu peux aussi imaginer faire léviter des choses, enfin voilà, tout ce truc de télékinésie en fait. Tu peux aussi me faire des propositions si t'as des idées qui te viennent. Et ta mâchoire et tes tentacules peuvent te permettre d'étouffer quelqu'un, de lui bouffer le cerveau, enfin voilà. Bah du coup, oui, l'idée pour moi, c'est de me rapprocher de Lobo le plus vite possible. Et effectivement, je vais utiliser une de mes tentacules pour l'étrangler, mais j'aimerais l'étrangler vraiment jusqu'à faire séparer sa tête de son corps, quoi. Et j'utilise mon point d'inspiration si c'est possible pour le faire. C'est Ok. pas con ça. Thomas, qui n'est plus vraiment Thomas, vous fonce dessus dans votre dos, vous le sentez pas forcément arriver. D'un coup, ses tentacules se resserrent autour de son cou. T'as le temps de réagir et d'essayer de te dégager de son étreinte. Ça va être un jet d'opposition de force. Je vais utiliser mon inspiration aussi. Ok. 19 plus 1, ça fait 20. Donc c'est -1, ça fait 18. J'étais à 20. Heureusement, j'ai fait 3 en opposition et j'avais de toute façon les 4. 17 plus les 4. Donc en fait, tu arrives à te dégager. Ouais. Vous avez tous les deux fait un jet dégueulasse. Donc peut-être lié au fait que tu viens de muter, t'es pas encore tout à fait à l'aise dans ton corps, même si t'as conscience de tes pouvoirs, Lobo n'a aucun mal en fait à tirer tes tentacules et s'en dégager et te repousser. Ou pas.
pas. Mais disons que je reste agrippé à une tentacule quand même. Pendant ce temps-là, les autres sont en train de se rapprocher. Ce qui fait que prochain tour, vous serez au contact avec les 6 qui vous foncent dessus. C'est maintenant à Lobo de prendre son action. Lobo qui est en prise actuellement avec Thomas. Ok. Je dis à Isora, cours! Mais en attendant, j'ai quand même une tentacule de Thomas dans la main. Et j'ai ma pelle dans l'autre. Et j'essaie de lui asséner ma pelle en plein sur la caboche. Je pense qu'on peut faire une opposition de dextérité pour voir si t'as le temps, si comme tu le vois venir, si tu l'esquives ou pas. 16. Ouais, je fais 15. Et de toute façon, on avait genre 7 de différence. T'arrives donc 5. à asséner un coup à Thomas. Ouais. Donc c'est mon coup spécial d'arriver avec la tranche de la pelle et vraiment de fendre le crâne en deux, quoi. Le jet d'opposition en dextérité fait que ton coup touche. Maintenant, tu vas me faire un jet de force pour voir si ça le tue sur le coup ou pas. 3. Bon. Tu fends le crâne de Thomas. Et ce qui gicle, c'est pas du sang rouge, c'est du sang blanc, visqueux, argenté presque. Et sa dépouille tombe au sol et tu sens que ce coup que t'as porté à l'un d'entre eux se répercute sur les autres aussi. Alors, ils le prennent pas le coup, mais tu sens que ça les affaiblit tous. Comme si ils étaient tous pris de douleur à ce moment-là. Limite, au début, j'aurais tendance à évaluer la situation, à continuer. Enfin, je recule, limite en trottinant légèrement en arrière, mais en essayant de voir si justement ils allaient nous rattraper, quoi qu'il arrive ou pas. T'arrives pas à voir si tu peux prendre une position dominante ou pas. Ça se passe trop vite. Ils se rapprochent de vous, ils continuent. Tu as une action. Donc je récupère le flingue de Thomas, je le fous dans le pantalon et je cours. Vous rapprochez quasiment des portes de la cathédrale actuellement. Et ils continuent tous de vous foncer dessus. Et à ce moment-là, vous voyez qu'ils gagnent du terrain petit à petit. Et il y en a un qui arrive à votre niveau. Il amène ses doigts à sa tempe, à son cerveau. Isora, tu sens cette présence s'infiltrer dans son cerveau et tu sens que ton crâne commence à vibrer, tes os commencent à vibrer. Et tu sens que plus le temps passe, plus tu commences à être secoué, plus sa présence est grandissante et moins ton corps commence à répondre à toi. T'as l'impression de disparaître, là où lui prend le contrôle. Les autres se rapprochent encore. Mais avant, Lobo a une action. Bah voilà, on va pas changer une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Donc je vois le mec qui s'est immobilisé en plus à quelques mètres devant moi. Bah c'est oui, hein, on va pas faire dans l'original, c'est pas le moment. Coup de pelle plein front. Les deux mains à l'extrémité du manche de la pelle. Voilà, qui arrive comme une batte, vraiment, et la pelle qui arrive pile au niveau de la tempe. Et ça lui tranche juste la partie haute de son crâne. Oui, je vise vraiment la ligne des yeux quand même, parce oui, que voilà. je me dis que ça va vraiment choper l'entièreté du truc, quoi. Très bien, bah cette partie-là se découpe en un mouvement sec. Et Isora, tu sens la présence en toi s'évanouir instantanément, et tu reprends le contrôle. Il y en a un qui arrive sur toi, qui, les tentacules en avant, la mâchoire qui s'ouvre vraiment sur ton visage, un peu comme tu sais, les facehuggers dans Alien, quoi. Quand il arrive, je mets l'épée en avant pour que ça aille vraiment du bas du buste dans la tête. Comme il plane, tu lèves l'épée, mais lui, il est à l'horizontale, en fait, et il t'attrape de ses tentacules autour du crâne, et tu sens ses dents qui commencent à se planter dans ta chair. Lobo, il y en a un autre, celui qui était juste derrière lui. Lui aussi essaye de se connecter psychiquement à toi. Tu sens cette intrusion. Son esprit s'insère dans le tien et tu n'as plus du tout le contrôle de ce que tu fais. Tu sens que c'est lui qui décide maintenant. C'est à toi de jouer, Isora. Ok, bah moi j'ai toujours mon épée, donc j'essaye de le planter, oui. Tu soulèves l'épée, ça l'ouvre sans un cri, comme s'il n'avait pas de voix. Tu sens quand même qu'il souffre. Et ses tentacules, sa mâchoire s'ouvre et te lâche le visage, en fait. Il y a du sang qui vient de boucher un des yeux. Je dégage le sang de mon œil pour mieux voir. Ton épée est toujours plantée dans son ventre, par contre. Bah, je la retire. Lobo, tu sens tes membres bouger contre ta volonté. Tu te tournes vers Isora et tu t'approches d'elle menaçant. Tu n'arrives pas à te défaire de cette connexion. Et tu sens que, même si tu essayes de te débattre, que le choix n'est pas tien, tu t'approches d'elle avec la volonté de la tuer. Et tu vas lui faire du mal.
Bon, moi je le vois bien. Ah oui, tu vois que... Mais tu vois aussi l'autre qui est en train de le contrôler. Peut-être qu'il bouge les mains pour essayer de bouger ses membres comme ça. Tu comprends qu'il y a ce truc-là. Les autres sont en train de s'approcher encore. Ils sont plus très loin actuellement. Je tire sur celui qui contrôle Lobo. Je lui tire dans la tête. La balle lui transperce le crâne et il tombe d'un coup sec au sol. Tu vois son sang visqueux et argenté qui va se ruisseler le long des pierres. Et Lobo, tu sens son emprise s'enlever. Par contre, ce tour-ci, tu es en train de te remettre de cette emprise. Il y en a 2 qui arrivent à ta portée, Isora. Ensemble, ils essayent pas de te contrôler, ils essayent de te détruire. Tu sens mentalement une pression sur l'intérieur de ton corps. Ton corps est en train de s'élever au-dessus du sol. Ils sont en train de te soulever quand même. Il y a quelque chose qui se passe physiquement. Par contre, la pression n'est pas encore suffisante pour te briser. Coup de pelle, hein. Dans l'un des deux, dans le plus proche. Dans le plus proche, oui, comme ça, au moins ça... À la verticale, pareil, hein, toujours un petit coup comme si c'était une masse d'armes ou une batte. J'ai enfoncé dans le crâne, puis je le dégage après sans même y penser. Tu sens le crâne qui se brise, la lame qui s'enfonce et qui reste un peu coincée dans le crâne. Puis coup d'épaule en dégageant. Pour la retirer. Puis hop. Vous voyez qu'il y a un peu du désespoir qui s'instigue en eux actuellement. Ça les fait pas flancher, ils savent que c'est maintenant ou jamais. Et donc dans un ultime effort, vous voyez leur attitude encore plus agressive, encore plus forte qu'avant. Voilà, la dernière chance. Il y a celui qui est en train d'exercer la pression sur toi, et il y a l'autre qui était encore en chemin, qui arrive au niveau de Lobo. Et il va pour faire pareil, il essaye de se connecter à toi. Tu sens que, encore une fois, ils essayent de te contrôler, qu'ils perdent pas cette envie-là. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais peut-être que leurs forces sont trop diminuées. Tu sens que la pression, la présence en toi te chatouille seulement un peu. C'est pas quelque chose, il n'y a pas d'emprise. C'est donc à Isora de réagir. Tu sens la présence qui continue de te paralyser et tu sens que t'as mal dans tout ton corps. Tu sens qu'elle prend de la puissance. Il maintient le contrôle, mais il n'arrive pas à te briser encore. Tu résistes autant que tu peux. Voilà, je me concentre éventuellement sur défendre Isora parce qu'elle est limite en difficulté, mais pour moi ça commence à sentir bon, donc je prends pas de risque. Tranquillement, j'arrive avec le plat de l'arrière, tu vois, la partie un peu courbe comme ça, voilà. Et puis c'est revers à 2 mains à l'arrière du crâne, comme si je voulais l'assommer, mais bon, c'est tout ce que je tape assez fort pour que ça explose. Tu lui aplatis le crâne, vraiment, tu sens que ça cède sur ton cou. Il y a cette espèce d'onde, tu sais, où t'as vraiment l'arrière de son crâne qui s'enfonce. Je vois très bien, tu sais, comme quand tu tapes dans un ballon et qui crève en même temps. Il y a un peu ça. Et donc il tombe vers l'avant et il s'explose assez violemment contre la pierre. Tu sens l'entité qui est prise de panique, qui sent qu'elle a perdu. Face à de simples humains, ses dernières forces sont absolument épuisées. Bah limite là, je vais vers lui, je le chope par les tentacules. Il recule, tu sens la peur dans ses yeux, dans les yeux de cette créature. Et il a ce mouvement de recul, mais de terreur qui n'est pas suffisant pour s'enfuir non plus, c'est qu'il n'a pas le choix. Et donc quand tu l'attrapes... Oui, je le chope comme si c'était la base de sa barbe un peu, en gros, voilà, comme ça, et je le ramène et je fais, allez, attends-toi, petit oiseau. Ok, bah je prends mon épée et je lui plante lentement la lame de la mâchoire jusqu'au haut du crâne. La créature devant toi meurt instantanément alors que la lame le transperce. Il glisse le long de la lame pour aller s'effondrer au sol. Et l'entité hurle sans un bruit. Et elle s'effondre lentement. Le titan est en train de tomber du haut de ces mètres de hauteur dans le lointain. Et ça crée un nuage, une vibration immense qui se répercute de partout. Vous sentez que le monde entier dans lequel vous êtes est en train de trembler. Alors que dans un immense fracas, il s'effondre, les bâtiments, la ville commence il y a des pierres qui tombent. Tout est en train de tomber avec lui. L'onde de choc vous propulse au sol. Et la cathédrale est en train de s'effondrer autour de vous. Vous foncez en direction de la porte. L'eau vibre. Les bâtiments
se fracasse alors que vous courez tous les deux en direction de cette porte. Vous pataugez dans l'eau, peut-être que vous glissez un peu, peut-être même que par moments vous trébuchez sur les corps, vous avez du mal à rejoindre cette porte. Et il y a tout qui s'effondre autour de vous. Le monde est en train en fait de se retourner sur lui-même. Les bâtiments se fracassent, les pierres explosent autour de vous. Le sol tremble et vous arrivez près des marches, près des corps qui sont près de la porte, alors que c'est comme un vortex derrière qui aspire tout. Et vous sortez au moment où tout derrière se détruit, s'effondre et que la porte se referme dans un fracas immense qui le souffle, vous projette encore plus loin à l'extérieur, et vous êtes de l'autre côté, alors que ce deuxième monde, cet au-delà, n'existe plus. Je réfléchis plus et j'avance. Allez, petit oiseau, on rentre à la maison. C'est mon corps qui avance tout seul. Vous remontez le long des galeries, vous arrivez à nouveau dans le manoir. Devant la porte, la statue est effondrée, la brume est dissipée, et la terre reste dans un état étrange et torturé, mais il fait jour. Et peut-être que le manoir n'a pas vu ce soleil depuis des centaines d'années. Vous avez triomphé du mal qui hantait les lieux. Ta lignée, entre guillemets, est sauvée, puisque l'influence, la malédiction qui pesait sur ta famille est morte avec l'entité. Donc maintenant, vous pouvez me raconter qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vos personnages font du reste de leur vie à partir de là. De toute façon, là, je rentre à Édimbourg. Si tu veux, je prends un collier en plus et puis tu viens avec moi. Ok, très bien. Là, je rentre aussi avec lui et avec notre petit coffre de bijoux et puis s'il veut bien me prendre sous son aile. Vous rentrez donc à Édimbourg. Mm. Lobo, du coup, vivra riche. Il galère un peu quand même avec la gestion de son patrimoine financier, quoi. Donc, je me suis acheté une grosse baraque isolée de tout le monde et je l'ai laissé tomber en ruine parce que je sais pas m'en occuper et que j'étais juste content d'avoir une baraque et de quoi bouffer. Et puis moi, je viens le voir de temps en temps, je lui ramène de la nourriture. Et puis je soigne mes plaies aussi, parce qu'à un moment donné... C'est vrai qu'elle a... Oui, par contre, tu vas vivre défiguré maintenant, clairement. Et je pense juste qu'il y a le mec de la Gazette, le rédacteur en chef, qui vous demande qu'est-ce que vous avez fait de mon... Il ne retrouve même pas, journaliste. Il me prévient même pas. Moi, je le préviens pas. L'histoire ne sortira jamais, en fait. Oui. Vous ne la publierez pas. Non. Le monde ne saura jamais ce que vous avez fait. Je vais écrire dans le journal que j'avais récupéré de mon ancêtre. J'écris en fait l'aventure, la suite, et comment ça s'est terminé, et ce qu'il faut ne pas faire et ne pas aller. Et puis ce sera pour ma descendance, s'il y en a, ou pour... Ok. Et c'est une bonne fin. On peut s'arrêter là, et puis pour en dire plus, on va se retrouver dans 4 secondes pour l'épilogue, où on pourra enfin redonner la parole à Lauric, qui se tait depuis tout à l'heure.